Voici donc une table ronde qui s'annonce intéressante, peut-être divertissante, j'espère un peu provocante aussi. Je vous avoue, quand j'ai vu la question, je me suis dit, tiens, c'est le genre de question que j'éviterais de poser à un homme politique ou une femme politique, parce qu'il me répondrait évidemment les deux. On peut divertir et provoquer, c'est très simple. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Ça dépend ce qu'on entend et ce qu'on met derrière le mot divertir et ce qu'on met derrière le mot provoquer. Et ce que j'aimerais faire avec vous durant une bonne heure, c'est de voir jusqu'où on peut divertir et provoquer. Où est-ce qu'il y a vraiment une exclusivité entre les deux termes, qui sont comme les deux polarités, si vous voulez, d'une tension, et qui sont irréconciliables. Et que si on provoque, au fond, on ne divertit pas, et l'inverse aussi. Alors, pour avancer avec nous dans ce parcours-là, je vais appeler les différents intervenants dans le désordre et dans l'ordre. Tom Bond, directeur du Beurs-Coburg. Bonjour Tom Bond, vous pouvez nous rejoindre. Christophe Slack-Mulder, directeur du Kunsten Festival des Arts. Bonjour. Vous voilà. Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF. Karine Lallieu n'est donc pas des nôtres, on vous a expliqué les raisons atomiques. Et Éric Van Esch, professeur à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, à l'ULB, et directeur de l'Institut supérieur pour l'étude du langage plastique à Bruxelles. Alors, peut-être pour nous mettre d'accord, pour éviter de perdre trop de temps dans des définitions, j'ai été faire un petit travail simplement linguistique de définition de ce qu'est divertir. Alors le Larousse nous dit c'est amuser, synonyme, distraire. C'est aussi, et là c'est sans doute plus intéressant, détourner quelqu'un ou détourner quelque chose, faire que ses pensées se tournent ailleurs. Voilà, une définition qui va peut-être, sur laquelle vous serez peut-être d'accord ou pas, vous allez nous dire, mais qui a un aspect peut-être intéressant au fond. Est-ce que toute institution culturelle n'est pas amenée à divertir, à détourner le regard vers quelque chose de peut-être encore plus important? Deuxième terme, provoquer, toujours selon le Larousse, je n'ai pas été voir ailleurs, pousser quelqu'un à être l'instigateur de quelque chose, l'amener à être la cause de quelque chose, l'entraîner à quelque chose. Peut-être qu'un divertissement de qualité nous entraîne vers quelque chose d'autre et donc est forcément provoquant. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le débat et prendre votre parole. Je lance quelques pistes. Allez, je vais commencer avec vous, Tom Bond. Vous dites par là, excusez-moi, je vous regarde du mauvais côté. Directeur du Beurs-Coburg, donc. Est-ce que c'est une question en tant que dirigeant d'institution culturelle? Est-ce que je dois, moi, divertir ou provoquer? Est-ce que ça vous, de temps en temps, en vous rasant, même si vous ne rasez pas de près, voilà, vous posez la question, ou est-ce que vous n'envisagez pas du tout les choses sous cet angle-là? Non, honnêtement pas. Je vais sonner un peu comme un politicien, je pense. Quand j'ai entendu la question aussi, moi, je pensais la culture peut divertir quelques-unes et être provocante pour d'autres. J'ai mis mes... Allez-y, dites non. Oui, parce que pour moi, je pense que des concepts comme divertir ou provoquer ne sont pas du tout des catégories... à ma vision, pas du tout intéressant pour parler de l'art ou de la culture en général. Ça, c'est provoquant pour les autorités qui ont posé la question. Oui. Enfin, je vous donne un exemple. Je pense que ça dit beaucoup des gens qui voient une pièce d'art. Je pense que le terme provoquant dit quelque chose de quelqu'un qui regarde. Je vous donne un exemple. Si tu es jeune, une certaine œuvre d'art peut être pas du tout provoquant, et par exemple pour quelqu'un qui est un peu plus vieux, ça peut être une pièce d'art qui est absolument provoquant. Ou un projet artistique peut être provoquant si ça contredit votre vue politique, et en même temps, c'est peut-être pas du tout provoquant pour quelqu'un qui est complètement d'accord. Et je pense là, c'est déjà une discussion, c'est quoi le provoquant? Je pense que ça dit beaucoup sur le public, mais ça dit pas beaucoup sur l'art. Oui. Ça dépend aussi du point de vue. C'est quelque chose de relatif, évidemment. On provoque qui?
ou on provoque quoi, hein? On va essayer d'établir ça un peu plus loin avec les autres intervenants. Jean-Paul Philippot, en tant que directeur, administrateur général de la RTBF, on sait qu'il y a une unité divertissement à la RTBF, il n'y a pas une unité provocation. On voit bien évidemment la visibilité des divertissements à la RTBF, hein, The Voice par exemple. On voit peut-être moins le rôle provoquant ou provocateur que peut avoir la RTBF en tant que service public. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose à laquelle on ne réfléchit pas en ces termes-là à la RTBF, provoquer? Je pense qu'il faut voir ce qu'on met dans le mot provoquer. Provoquer de la réflexion, provoquer de l'échange, provoquer de la réaction, certainement. Ça fait vraiment partie de notre travail tout au long de l'année et il n'y a pas un genre, un domaine ou un champ éditorial qui échappe. Vous provoquez tous les matins sur Matin Première. Divertir, ça fait partie des choses qu'on fait naturellement quand on est un média de masse. Et puis il y a des moments où des émissions de pur divertissement dont certains réfutent le caractère culturel sont dans la provocation. Nous diffusons ce soir la première demi-finale de l'Eurovision. Eh bien, l'Eurovision, l'année passée, en mettant en numéro 1 Conchita Wurst, a certainement créé plus de provocation en Europe que bien d'autres programmes qui avaient vocation à mettre en évidence la diversité des genres ou des origines, et a fait probablement avancer la réflexion de manière bien plus significative. Donc je ne crois pas qu'il faille se dire tiens, on va faire une émission pour provoquer. Je pense que, et ça c'est un rôle du service public, il ne faut pas s'interdire dans une émission de lisser le propos, de lisser le genre, de manière à ce que nous soyons dans le fil de l'eau et que nous évitions tout ce qui peut appeler la réflexion et le point d'interrogation. Et ça, nous cherchons à le faire régulièrement dans divers moments. Et donc à la question, une institution doit-elle divertir ou provoquer? Vous dites elle doit faire les deux, et divertir et provoquer, si je vous entends. Je pense qu'une institution audiovisuelle de service public, c'est d'abord une institution qui gère des médias de masse, la radio, la télévision. Tous les jours en radio et en télévision, la RTBF rassemble près de 2 millions de Belges francophones, plus d'un quart d'heure, tous les jours. Mais donc on doit intéresser tout le monde. Donc il y a une approche où le divertissement est une des composantes. Ce qu'il y a, c'est que nous devons mettre de la valeur. Divertir n'est pas une fin en soi, toucher le public n'est pas une fin en soi. Et parmi les valeurs qu'il y a d'une part l'éveil. L'éveil à quoi? Aux questions qui fondent la citoyenneté, l'éveil à ce qui forge notre culture, et puis aussi l'éveil à ce que sont nos créatrices et nos créateurs. Voilà, on essaye de le décliner tout au long de la journée. Christophe Slackmulder, on continue ce premier tour de table. Vous venez déjà d'entendre 2 versions un petit peu différentes, hein, très intéressantes, opposées. Hein. C'est des termes dans lesquels vous ne définissez pas votre mission d'institution culturelle. On a entendu Jean-Paul Philippot assumer entièrement, lui, la notion de divertissement sans être nécessairement opposé à la provocation, même si ce n'est pas ce que recherche en premier lieu la RTBF. Et vous, Christophe Slackmulder, est-ce que vous vous posez parfois la question de votre programmation, de votre rôle, de votre fonction en ces termes-là, divertir ou provoquer? D'autant que vous êtes à la tête d'un festival que certains jugeront sans doute peut-être pointu, de musique contemporaine. Allez-y. Oui, c'est pas de la musique contemporaine. Oui, pardon, excusez-moi. Mais oui. C'est pointu. Oui, c'est pointu, voilà. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vraiment des questions de terminologie, hein, et comme vous dites, qu'est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on définit le divertissement, comment on définit la provocation. Moi, je pense qu'une institution culturelle doit avant tout être là pour cultiver. Je sais que la question que vous m'aviez envoyée à l'avance était plutôt si pour moi le divertissement était un gros mot. Oui, je la réservais pour tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et j'imagine que vous m'avez invité justement pour que je réponde oui, c'est un gros mot, et que celui qui représente justement la culture de pointe, de niche, voilà, de niche contre le divertissement. Mais
c'est vrai que l'art contemporain divertit moins, ou à moins cette fonction-là. A priori, on pourrait se le dire, et justement, à plus, comme fonction de provoquer. C'est une lecture trop simpliste ? Oui, je crois, parce que dans votre définition de divertir, il y a quand même cette chose qu'effectivement, peut-être dévier d'une trajectoire, entraîner ailleurs, faire sortir d'un chemin qu'on a l'habitude de prendre. Je pense qu'on peut faire ça avec des propositions artistiques très, très pointues et emmener les gens ailleurs. Je pense que l'objectif peut être le même que dans ce qu'on appellerait une culture de divertissement. Moi, je pense que c'est plutôt, peut-être dans ce discours-là, ce qui, moi, me gêne le plus, et ce qui est plus un gros mot, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui le populaire ou le populiste, parce que je pense qu'on vit vraiment dans une époque, dans une ère du populaire et du populiste à plein de niveaux. Au niveau des médias, c'est absolument pitoyable. Je pense à ce niveau-là. Au niveau politique aussi, quand même, il y a énormément quand même aujourd'hui de discours qui cette idée, en fait, toujours de devoir s'aligner à une masse, la masse populaire, le peuple. Il faut se rabaisser, parce qu'il y a toujours quand même cette notion de hauteur. Il faut se rabaisser à un niveau plus bas, qui est le niveau de la majorité, de la masse, du peuple. Et ça, je pense que c'est plus problématique pour moi que la question du divertissement. C'est cette façon aujourd'hui d'être à tout prix populaire et toutes les conséquences que ça a pour les institutions culturelles. Oui, évidemment. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous faites un lien entre le divertissement comme un accès à un public généraliste ou de masse, ce qui n'est peut-être pas automatique. On verra en poursuivant notre tour de table après, mais j'aimerais tout de suite vous relancer sur une question. En quoi avoir une vocation généraliste, populaire, est-il pour vous, au fond, une démarche régressive ou populiste ? En quoi avoir cette vocation de s'adresser à tout le monde et d'être ouvert à tous, c'est une démarche qui vous pose problème ? Parce que ça témoigne d'un manque de confiance absolue aux individus et aux êtres humains, je pense, de penser qu'ils sont à un niveau bas et que pour satisfaire leurs besoins culturels ou autres, il faut effectivement que le niveau culturel proposé s'abaisse. Je pense qu'il y a vraiment, oui, un manque de confiance énorme et que si forcément on ne vient pas avec une offre culturelle autre, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera jamais et on va niveler et abaisser. Et oui, je pense vraiment pas. Enfin, c'est toujours la même image un petit peu du sauteur, du saut en hauteur où il y a une barre et puis on se dit on va mettre la barre un peu plus bas pour qu'il y ait plus de personnes qui passent au-dessus, mais c'est plutôt laissons la barre là et même montons-la petit à petit et faisons en sorte qu'il y ait plus de gens qui l'atteignent. Alors ça paraît peut-être un peu facile, mais je pense aussi que c'est très très quand même lié aussi à quand même une espèce d'idéologie néolibérale qui est quand même aussi, je veux dire, le problème fondamental aujourd'hui, avec aucune alternative à cette pensée dominante et à l'idée justement de la majorité qui consomme et qui a raison. Et tant qu'on est uniquement dans ce modèle-là, effectivement, la culture et plein d'autres pratiques, hélas, en sont réduites à ça. On fera évidemment réagir tout le monde à ce que vous venez de dire, ce qui, a priori, peut paraître parfois provoquant à certains. On va voir dans la salle. J'ai entendu qu'il y avait quelques réactions positives, presque des applaudissements à un moment donné. On va terminer le tour de table. Éric Van Esch, je le disais, professeur à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre. J'arrête là parce que sinon je perds 10 secondes à faire tous vos titres. J'aimerais terminer le tour de table avec vous en vous posant la question générale. Votre avis sur une institution culturelle doit-elle divertir ou provoquer ? Et au fond, une sous-question que je vous poserai derrière, est-ce qu'on peut apprendre la provocation, vous qui enseignez ? On voit bien en quoi peut-être on pourrait apprendre le divertissement, mais apprendre la subversion, la provocation, est-ce que c'est possible ? Ce sera une sous-question. Je vous propose de d'abord répondre à la question générale, est-ce qu'on peut divertir ou provoquer ? Oui, la première chose, c'est qu'il faut retaper sur le clou en disant que c'est quoi divertir, c'est quoi provoquer. On peut nuancer. Une fois qu'on a fait cette nuance, qu'on a essayé de définir,
On peut se dire qu'il y a de la bonne provocation et de la mauvaise provocation, comme il y a du bon divertissement et du mauvais divertissement. Cependant, mon point de vue, c'est que l'institution culturelle, et je rejoins en ça l'intervention précédente, est là pour diffuser aussi une connaissance, un regard sur le monde qui permet aux gens plutôt de s'élever que d'abaisser la culture vers un espèce de consensus mou, fantasmé pour le reste. Donc, le divertissement me semble être davantage quelque chose qui distrait de la réalité, qui éloigne peut-être des préoccupations de progrès, tandis que la provocation est davantage là pour attirer l'attention, mettre un coup de projecteur sur quelque chose qui appartient au monde concret, sur lequel on veut porter un regard critique, et que là, ça peut entraîner un comportement différent de la part de celui qui est face à cette provocation, de s'engager, de défendre d'autres idées, que sais-je, mais en tout cas d'entrer dans un processus qui est plutôt de nature à le faire s'élever, que de simplement le faire s'enfoncer dans ses convictions, plutôt s'élever et sortir de ses convictions pour avancer dans une discussion, que sais-je. Donc je serais plus proche de la provocation, même si, dernière nuance, la provocation des uns, on l'a dit aussi, n'est pas forcément celle des autres, de même que quelque chose qui semble divertissant pour quelqu'un est très instructif pour quelqu'un d'autre. Tout ça est assez complexe. Oui, j'aimerais, puisqu'on termine avec vous ce premier tour de table, déjà vous faire réagir à quelque chose que Jean-Paul Philippot a dit tout à l'heure. On l'a entendu, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, quand il disait... par exemple, l'Eurovision a pu provoquer son public en mettant une artiste transsexuelle qui bousculait les genres, là c'est le cas de le dire, qui bousculait peut-être certaines conventions. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là, Eric Van Esch? Est-ce que, en divertissant, dans un divertissement grand public par excellence, on peut aussi, une institution culturelle peut jouer un rôle de provocation? Oui, l'exemple est là, c'est indéniable, c'est évident. Maintenant, est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est la règle? Et quelles sont finalement les conséquences de ce geste fort? Quels sont les résultats? C'est une analyse qui sera intéressante de faire, d'aller au-delà d'un constat, bref, et d'aller au-delà de ça et de voir si effectivement les mentalités ont évolué ou au contraire elles se sont crispées. Et est-ce qu'on était donc dans la bonne ou la mauvaise provocation? Oui. Avec peut-être déjà quelque chose, alors je vais peut-être un peu grossir le trait, vous êtes là pour nuancer derrière et me provoquer si je grossis le trait, mais de ce qu'on pourrait estimer être des choix de provocation ou de provoquer pour une institution culturelle qui serait peut-être alors plus des produits de niche ou élitistes, et des choix de divertissement qui c'est alors peut-être plus des produits généralistes et de masse. On va voir si c'est là-dessus qu'on peut faire une sorte de clivage, voilà, entre les deux pôles. J'aimerais, avant de revenir chez vous, Tom Bond, faire réagir tout de suite Jean-Paul Philippot sur les discours que vous venez d'entendre et qui s'opposaient quand même dans la nature à ce que vous avez évoqué. Mais on ne parle pas des mêmes institutions. Quand on est une institution culturelle, quand on organise un festival, on pose un choix éditorial, qui est un choix éditorial généralement très pointu pas dans le sens tout petit, mais très strict, très cadré. On veut beaucoup de cohérence dans son choix. Quand on est un média de service public, une radio, une télévision, on a une autre forme d'obligation qui est d'être un transmetteur vis-à-vis du public le plus large possible. Ça ne nous exonère pas de faire des choix éditoriaux et d'avoir derrière ça un certain nombre de valeurs que nous cherchons à promouvoir et à défendre. Mais on va arriver, on n'est pas soumis au même cahier des charges et donc on ne va pas arriver avec les mêmes questions. Là où moi je vois, moi j'ai deux points de curiosité et d'interrogation, c'est à la fois comment en tant que média grand public nous pouvons apporter des éléments de provocation de la réflexion, comme vous le disiez, de l'enrichissement personnel. Et j'ai la conviction qu'on peut aussi y arriver par le divertissement, qui est un des moyens. À côté de ça, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, la deuxième interrogation, ou le questionnement permanent que j'ai, c'est comment une institution comme la nôtre peut se mettre au service d'opérateurs ou de créateurs culturels pour que nous soyons des passeurs entre des opérateurs, des acteurs culturels, des festivals et un public plus large, pour qu'on puisse alors jouer notre rôle un peu d'agent de liaison.
Oui. Est-ce qu'on pourrait dire alors, et je vais retourner vers vous, Tom Bond, que selon la fonction de l'institution culturelle, selon le public qu'on veut toucher, selon le rôle et la mission qu'on se fixe, eh bien, on choisit librement sur un axe entre divertissement de masse et provocation de niche, voilà, le public qu'on veut toucher, et que c'est finalement une définition, un choix que l'on pose avant tout. Voilà, et ça dépend donc du rôle que l'on se fixe à l'avance. Peut-être il y a des directeurs qui ont fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Je ne m'ai jamais posé cette question. Je pense pour moi, je n'ai même pas fait ce clivage entre divertir et provoquer. Je n'ai jamais fait. Honnêtement, pour moi, je pense quand je vais dans mon secteur culturel, secteur de l'art tout d'abord, que le plus grand tabou qui est là encore, c'est vraiment utiliser cette idée de divertissement dans l'art et dans la culture. Là, donc à la question, est-ce que par exemple divertir c'est un gros mot? Vous diriez que dans votre milieu, j'ai aucun problème avec divertir parce que nous, par exemple, on fait toujours des combinaisons d'un artiste que personne connaît et en même temps, le jour après, on fait une petite fête ou on fait un roller madness avec des gens sur des skates. On fait ça aussi, ce qui n'est pas quelque chose dehors de notre projet, c'est vraiment aussi au centre de notre projet. Et peut-être il y a 1000 personnes qui viennent pour cette fête et j'espère bien que je peux trouver 10% de ces 1000 gens qui viennent aux fêtes pour aussi visiter un projet qui est artistique, quelque chose de pointu. Et j'y crois bien que ça marche. Oui. Christophe Slagmulder, on a déjà refait un tour de table. Jean-Paul Philippot a notamment réagi à ce que vous aviez dit. J'aimerais vous réentendre après, son explication un petit peu plus poussée. Finalement, ça dépend un petit peu de l'institution culturelle, la réflexion et la réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui, dans laquelle on est et l'émission que l'on a. Vous acceptez cette réponse-là ? Voilà, puisque la RTBF, mais comme d'autres, enfin un média de masse ou qui vise un public généraliste, il n'a forcément pas la même réponse à la question que vous. Voilà, chacun son point de vue. On s'arrête là. Je pourrais l'accepter si ça me semblait un peu mieux réparti, effectivement, ce qui serait l'ordre du pur divertissement et ce qui serait l'ordre quand même de la réflexion. Or, peut-être je me trompe, mais j'ai quand même tendance que l'évolution les dernières années, c'est de faire quand même largement dominer le divertissement par rapport à la réflexion. Après, moi, maintenant aussi, en écoutant tout ça, je pense que le problème est plus, effectivement... il faudrait éviter en fait qu'on crée un effet miroir entre l'offre artistique et ceux qui y sont confrontés. Parce que c'est vrai que cette question d'être provocant, mais par rapport à qui, par rapport à quel public, je crois que ce qu'on doit faire beaucoup plus attention, c'est d'éviter trop de s'adresser comme ça à une espèce de public acquis. Je ne suis pas du tout contre pour de la provocation à l'intérieur du divertissement. Je ne sais pas si l'exemple de Conchita Wurst c'est un bon exemple, mais c'est vrai que je crois beaucoup que ce qu'on doit éviter un petit peu trop, c'est de travailler en cercle fermé ou alors la provocation n'en est plus. Et à ce moment-là, on met le divertissement du côté du divertissement et la provocation de l'autre. Et je crois que une des choses qui doit encore vraiment se développer, mais je trouve quand même que notre secteur culturel en Belgique est très conscient de ça et il travaille beaucoup, c'est quand même justement de s'ouvrir, parce que quand vous utilisez aussi parfois un peu ce terme d'élite, moi je peux vous dire que ça je ne veux absolument pas entendre l'élite, parce qu'on reprochera jamais un docteur. Je sais pas, moi quand je vais chez un médecin, je m'attends quand même. Je préfère quand même avoir quelqu'un qui a étudié pour pratiquer ça et qui a une longue année d'expérience de sa pratique. Et donc on ne dira que jamais que c'est une élite. Et par contre, dans le secteur culturel, on va parler d'élite quand il s'agit de personnes qui justement ont quand même développé une expérience et des compétences là-dessus. Et je crois qu'on c'est beaucoup ces dichotomies qu'il faut briser. D'un côté, il y a l'élite, de l'autre côté, il y a la masse. D'un côté, il y a le divertissement, de l'autre côté, il y a la provocation. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça un peu beaucoup plus poreux les uns avec les autres? Parce que ce n'est pas si noir-blanc, je crois. Mais justement, alors est-ce que vous avez
de temps à autre, quand vous réfléchissez à la programmation de votre festival, l'idée de dire je vais garder ma ligne qui est une ligne assez pointue, mais je vais tenter de divertir. Ou je vais penser à ça pour tenter d'élargir mon public. Ça fait partie de vos codes? Je ne fais que ça, c'est vraiment au centre de ma façon de programmer. Ouais. Alors pas tenter de divertir, mais quand même me dire au fond ce projet que j'ai choisi pour des raisons, je dirais effectivement au départ avant tout selon moi de grande qualité, de grandes exigences artistiques. Et la question fondamentale, c'est effectivement comment partager cela avec un public large et diversifié. Et je pense qu'il y a en fait pas mal de stratégies pour ça et que c'est aussi des choses que j'observe autour de moi qui se développent beaucoup ces dernières années. Cette image un petit peu de gated community, d'un monde artistique qui serait fermé sur lui-même et qui fermerait les fenêtres et les portes derrière lui, moi j'y crois vraiment pas du tout et je pense que c'est souvent quelque chose qu'on utilise pour nous enlever de l'argent ou pour nous comme ça nous montrer du doigt, mais je trouve vraiment pas que c'est la réalité de la culture aujourd'hui en fait, mais peut-être que je suis un idéaliste à ce niveau-là. Bah écoutez, je vous propose de tout de suite proposer la question à un académique qui lui regarde ça avec un peu plus de recul. Est-ce que c'est ça la réalité du monde de la culture en Belgique francophone? Eric Van Esch. Non, je pense qu'il y a une grande diversité dans la culture et les gens, après tout, sont libres de s'orienter vers la télévision ou vers le Kunstfestival des Arts. Maintenant, je pense que le recteur en a parlé dans son discours. Il y a aussi la question du financement de la culture qui intervient. Pourquoi est-ce qu'on provoque? Pourquoi est-ce qu'on divertit dans une forme de séduction? C'est aussi pour avoir une audience et à la limite pour pouvoir aligner des chiffres de fréquentation parce que la culture est subsidiée et qu'un subside ou même un sponsor, ça se justifie aussi en termes de succès quantitatif. Donc c'est une question qui s'inscrit dans un contexte. Donc moi je trouve ça plus intéressant de réfléchir dans un deuxième temps éventuellement sur cette dimension économique parce que effectivement comment sont distribués les budgets de manière à ce qu'un citoyen puisse accéder de manière à peu près égale à un festival pointu ou à un spectacle de divertissement. Quelle est la politique de prix? Parce que c'est là que sont les barrières. Les gens sont libres, disais-je pour commencer, parce qu'effectivement on les force à rien. Mais d'un autre côté, si l'accès à la culture est problématique sur le plan financier, sur le plan de son coût, là, ce sont des limites qu'on pose. Oui. Et si effectivement les gens se rabattent vers des spectacles grand public ou trop simples au goût des uns et des autres, tout simplement parce qu'ils sont économiquement accessibles, c'est très dommage. C'est pour ça que la question du financement est importante pour laisser un véritable accès à toute forme de culture. Et chaque citoyen, faisons-lui confiance, fera un choix adéquat. Ah oui, et c'est la question qu'on aurait bien voulu poser à l'autorité publique ou à sa représentante qui devait être là, mais qui n'a pas pu pour cause de commission à la Chambre cet après-midi. Mais j'aimerais encore rester avec vous là-dessus, Eric Van Esch, parce que est-ce que et c'est ce que disait tout à l'heure Christophe Slackmöder, où il le laissait entendre, la massification d'une sorte de culture du divertissement, voilà. On utilise beaucoup l'expression culture mainstream aussi, qui est forcément qui passe par le divertissement. Est-ce qu'elle est, semble-t-il, à l'œuvre, voilà, dans la manière dont sont justement est subsidiée la culture en communauté française? Est-ce que vous voyez ce risque-là pointer, la difficulté d'accès, la culture qui va provoquer peut-être plus pour ceux qui ont plus de moyens, et la culture gratuite qui sera mainstream et divertissante? Est-ce que c'est ça qu'on observe? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Oui, alors je ne suis pas là pour parler à la place de Karine Lallieu. Non, je ne vous donnerai pas de trancher votre rôle d'observateur. Je n'ai pas le point de vue que j'occupe, d'où je regarde la situation, ne me permet pas de répondre avec intelligence ou pertinence à cette question. Je peux parler de mon point de vue personnel, puisque je suis aussi responsable d'un institut d'histoire de l'art, où nous organisons des expositions, des projections et des conférences. Donc je ne ressens pas, moi particulièrement, une pression sur ce terrain-là, bien heureusement. Je constate malgré tout
que c'est plus difficile de capter l'attention d'un public avec une offre, disons, qui s'affranchit de toute préméditation, de scandale ou de séduction, de provocation ou de divertissement. Donc, je me dis qu'il y a bien une explication à ça. Mais au niveau de l'Institut dont je m'occupe, le problème n'est pas financier. Ce n'est pas à cet endroit-là que ça se passe. Tom Bond, peut-être aussi, parce qu'on parle, j'ai d'ailleurs fait référence à la communauté française, évidemment, vous qui avez peut-être un regard très bruxellois, mais aussi peut-être sur ce qui se passe plus en Flandre, est-ce que vous diriez que cette réalité est la même ou différente? Voilà le clivage entre d'un côté une culture du divertissement et une culture qui tend plus à provoquer. Est-ce que vous observez des différences notables? Écoute, je pense que communauté flamande, on a eu beaucoup de possibilités, d'opportunités. Et je pense qu'ils ont bien fait les années qui sont passées, les 30 ans qu'on a fait des subsides de la gouvernement flamand. Je pense que c'est bien fait. En même temps, ce que je vois maintenant, c'est clair que de plus en plus, on devient dans un système de mesurer, de chiffres. Ça n'a pas encore un effet maintenant au niveau de vraiment le pratique. Je pense que tous les théâtres qui font encore un programme pointu sont encore subsidiés. Mais de plus en plus, le gouvernement vous demande des chiffres du public, des chiffres de revenus, de tout ça. Et tu sens bien qu'il y a un shift de paradigme. Que quelque part dans les années qui viennent, je pense, on va quand même changer quelque chose là-dedans. C'est-à-dire, en termes de programmation, en termes de conception de l'offre culturelle? Je pense, ce qui est un peu, je pense, c'est ma vision personnelle, je pense ce qui est une erreur, et on est en train de faire une erreur au gouvernement flamand là-bas. Je pense qu'au début, les subsides étaient là pour faire survivre les projets qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas survivre eux-mêmes sans une aide de la gouvernement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est surtout les projets qui vont attirer beaucoup de gens, qui ont beaucoup de revenus, des disciplines aussi qui attirent beaucoup de gens, comme des festivals de musique et tout ça. Ils reçoivent aussi des subsides parce qu'il y a des chiffres, il y a des gens qui viennent, il y a toute une sorte de système de chiffres qu'on peut mesurer. Et là, on vient aussi à subsidier ces projets-là. Et tu vois bien que ce n'est pas que les subsides en total sont augmentés, ça veut dire que les autres qui sont là avec un programme beaucoup plus pointu, beaucoup plus difficile à vendre, ont moins de subsides. Et je pense là, il y a un risque si on va si on va se promener à ce chemin-là, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Jean-Paul Philippot, on revient aux communautés françaises. Tout à l'heure, Christophe Slackmulder laissait entendre que, selon lui, vous dites si je me trompe dans la traduction de vos propos, il y avait sans doute trop de divertissement ou plus de divertissement. Vous, dans l'exemple de Conchita Wurst que vous citiez tout à l'heure, il dit voilà, c'était peut-être l'exception, mais il me semble que la règle, c'est quand même plus le choix du divertissement. Et je fais peut-être un pont avec ce qui vient d'être dit quant au rapport à l'autorité publique, qui mettrait plus la pression, en tout cas en Flandre, sur les résultats chiffrés, sur les résultats d'audience, quelque part aussi. Est-ce que c'est la même chose en communauté française, Jean-Paul Philippot? Est-ce qu'il y a une pression dans ce sens-là? Mais deux choses. Donc d'abord, la réalité des chiffres, on a 25% de temps d'antenne de plus dans des émissions culturelles que dans des émissions de divertissement, RTBF. Voilà, donc on a plus de temps d'antenne consacré à la culture qu'au divertissement, pour des audiences au total qui sont à peu près les mêmes. Quand on les cumule sur une année, c'est à peu près la même chose. Les émissions culturelles, la stratégie qu'on suit, c'est d'en programmer dans des genres différents, à des moments différents, sur des chaînes différentes, pour regrouper des publics qui sont des publics qui ne se rassemblent pas autour d'un événement commun, ce que le divertissement a plus traditionnellement l'habitude de faire. Donc les stratégies de programmation sont différentes. Notre financement n'est pas un financement lié à l'audience.
Le procès que certains nous font en disant oui, mais il y a la publicité qui, elle, est liée à l'audience, ce qui est vrai, je dirais, ne tient pas l'analyse quand on se compare à d'autres opérateurs publics en Europe. La BBC, qui vit sans publicité sur le territoire national, a les mêmes préoccupations de toucher ses publics que toute autre chaîne publique. Nous sommes dans un rapport où, n'étant pas une chaîne de niche ou une chaîne thématique, ne pas avoir d'audience crée à un moment donné un déficit de légitimité fort. Et on peut le constater en Europe dans les 10 dernières années. Les chaînes publiques qui, à un moment donné, ont vu leurs audiences passer en dessous d'une barre ou d'un seuil de 10 à 15%, se sont trouvées avec des problèmes de légitimité forts. Parce que nous sommes des médias. Alors, ce n'est pas un qualificatif que je vais y ajouter. Nous sommes des médias de masse. La télévision, la radio, c'est des médias grand public. On s'adresse à tout le monde. Et donc, à partir du moment où un média qui s'adresse à tout le monde, dont c'est le mandat, ne parvient plus à se connecter à son public, il se trouve qu'il a un problème. Ça ne signifie pas, à contrario, que tout est justifiable au nom de l'audience. Et c'est bien ça la spécificité de la programmation d'une chaîne de service public. C'est qu'elle doit combiner le sens de ses missions, des valeurs de service public et la recherche de l'audience et du public, d'où des stratégies de programmation multi-chaînes et dans différents moments de la journée ou de la soirée. Oui. Quoique dans la réflexion, et c'est des réflexions qui sont encore menées aujourd'hui, Jean-Paul Philippot, on se dit parfois que la publicité commerciale pousse à des émissions plus fédératrices en termes de public et donc forcément plus divertissantes. Oui, en théorie. C'est un raccourci oui. ou pas? Attendez, en théorie, oui. Après, c'est l'intelligence collective d'une entreprise que de faire la balance entre ses missions et l'optimisation de ses sources de revenus. Je pense que si nous cherchions dans une chaîne publique comme la RTBF à maximiser nos revenus publicitaires, on a juridiquement la capacité d'augmenter de 50% nos revenus publicitaires. Donc nous ne sommes pas à un plafond. On est à 2/3 de ce plafond. On peut faire 30% de revenus, on en fait 20. Donc on pourrait récupérer de l'ordre de 30 millions supplémentaires. Ça n'est pas très difficile à faire. On ne le fait pas parce qu'on sait que nous serions en dehors de notre mandat de service public. La question qu'on a plus, c'est comment connecter l'un et l'autre. Que fait-on pour reprendre une émission de divertissement comme The Voice? Eh bien, dans les écrans promotionnels qui sont les écrans de publicité, nous passons systématiquement des écrans d'autopromotion pour d'autres moments, d'autres programmations, y compris culturelles. En cherchant là, non pas à provoquer, mais plutôt à inviter et à surprendre un public qui n'irait pas voir autre chose. Christophe Slagmeuder, je reviens vers vous pour réagir à ce que disait Tom Bond tout à l'heure sur la pression plus qu'avant des autorités flamandes, en l'occurrence ici, sur les institutions culturelles, en termes de chiffres, en termes de résultats, ce qui, il le confiait, pousse aussi à revoir son offre et sa programmation à terme. En tout cas, il le craint. Est-ce que la mécanique est à l'œuvre en communauté française aussi? Et je crois qu'un des problèmes, c'est la difficulté, effectivement, de mesurer l'impact ou l'impact d'un projet culturel au-delà des chiffres. En fait, il n'y a pas beaucoup d'outils, je pense, pour pouvoir mesurer, en fait, quel est un projet de qualité ou non, ou alors on rentre vraiment dans des discussions assez complexes. Et donc aujourd'hui, hélas, effectivement, il y a cette espèce de domination du nombre. C'est toujours, hélas, le nombre de tickets, le nombre de spectateurs, le nombre de téléspectateurs qui va prendre le dessus. Et je pense que voilà, une des choses aussi qui m'énerve beaucoup, c'est cette idée, on parle toujours d'industrie, d'industrie culturelle qui produit des produits culturels qui vont être consommés et qui devront être consommés par une majorité d'individus. Et tant que ces mentalités-là, mais il y a un gros chemin, vraiment, et encore une fois que ce n'est pas que la culture qui subit ce genre de mentalité, mais tant qu'on trouve une alternative à cette vraiment définition même
d'être sur cette terre pour consommer des produits, quels qu'ils soient. Voilà, on subit tous un petit peu comme ça cette domination du chiffre. Oui. Tout à l'heure, Jean-Paul Philippot disait il faut voir dans quel cadre la RTBF reçoit un financement et dit on n'est pas, en tout cas là-dessus, on n'a pas de pression de l'autorité publique qui s'exerce comme ça. Est-ce que vous, dans le type de subventionnement que vous avez, vous pouvez nous donner quelques détails sur la manière dont ça fonctionne chez vous, est-ce que vous seriez à même d'en recevoir plus de cette loi du chiffre et cette loi de la masse, enfin du nombre? Comment ça marche au Kingston Festival? Je dois vous dire qu'en plus, j'ai la chance d'avoir un projet pointu, comme vous le dites, mais qui fait beaucoup de monde. En fait, on est vraiment... mon plus gros problème cette année, parce que là, le festival a lieu pour le moment, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à faire rentrer tout le monde dans les salles. On refuse complètement du monde. Et cela un mois avant qu'on commence. Donc, je dirais que je pense moi aussi, et je défends toujours cette possibilité, je crois, d'être à la fois exigeant et pointu, mais d'être généreux, ouvert et accueillant. Et c'est vraiment la façon dont on se présente au monde qui peut faire la différence et que ça prend du temps aussi. Je crois qu'aussi, ce qui est difficile parfois pour le monde politique, et je pense que les pressions sont les mêmes pour une chaîne de télévision, c'est qu'il faut des résultats très vite, à très court terme. Or, les choses doivent se construire vraiment dans la durée. Et je pense que le projet existe depuis 20 ans maintenant. On a probablement 3 fois plus de spectateurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Alors ça reste 24 000 tickets. Peut-être c'est rien par rapport à un Torhout-Wächter qui doit faire probablement 2 fois autant de tickets sur un week-end. Et nous, on fait ça en 3 semaines. Mais c'est quand même pas rien. Mais est-ce que vous vous sentez mis sous pression? C'était ça ma question. Plus qu'avant, plus qu'au début. Tom Bond le dit, lui. Oui. C'est pour vérifier, le sentir la différence nord-sud un petit peu. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que bien sûr. Enfin, ça va. Pour ça m'étonne. Ça va de soi, oui. Je pense qu'on subit tous dans tous nos secteurs, dans toutes nos pratiques aujourd'hui, la loi du chiffre et la pression. C'est vraiment un peu quelque chose auquel personne n'échappe aujourd'hui en Europe, en Belgique et en Europe. C'est vraiment. On va tout de suite terminer. C'est vrai que c'était nord-centre, mais le centre est au sud du nord. Donc c'est ça que... je voulais terminer, avant qu'on donne la parole à la salle, et je suis sûr qu'il y aura quelques questions, puisqu'il y a eu des réactions tout à l'heure. J'aurais voulu terminer sur quelque chose de plus prospectif. Vous nous avez donné tout à l'heure, Eric Van Esch, votre impression d'évolution des choses. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous voyez l'évolution pour les prochaines années. Vers où va-t-on? Voilà, si on peut reposer un peu la question, que peut-on espérer, voilà, pour les institutions culturelles qui vont programmer dans les prochaines années, si on se remet dans la question divertissement, provocation, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? Vers toujours plus de pression, de mainstream, de divertissement, ou au contraire vers des espaces de liberté qui seront garantis et qui vont continuer à se pérenniser et à créer? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai envie de dire les deux. Comme un bon politicien. Exactement. Mais dans ce cas-là, c'est fondé. Bien entendu, il y aura des pressions qui continueront parce que bon, il faut gérer des budgets qui vont en se crispant un peu. Et puis d'autre côté, c'est depuis toujours qu'il y a une production culturelle, artistique par les sociétés humaines et que ces productions entraînent des espaces de liberté. Donc je pense qu'au contraire, ça ne peut qu'augmenter face à des phénomènes de contestation de cette culture. Et les deux ne sont pas forcément contradictoires. Non, je pense que c'est les deux aspects d'un problème et que c'est un couple qui va continuer de devoir danser ensemble. On pourra certainement résoudre ni l'un et heureusement pas l'autre. Le désir de liberté lié à la culture, à l'enseignement, la capacité à penser par soi-même, à prendre des décisions, de transformer le monde qu'on habite avec un esprit de tolérance et critique, ça vient par la culture et l'enseignement. C'est par là que ça vient. On peut que le pousser. On peut que constater ce désir chez les gens et surtout quand ces valeurs sont attaquées.
on y faisait allusion tout à l'heure dans le discours. Donc fatalement, ça va rester, voire grandir. Et quand Jean-Paul Philippot disait le divertissement pour la RTBF, il ne parlait pas, je pense, au nom de toutes les institutions culturelles, il le disait tout à l'heure. Le divertissement est une porte d'entrée pour attirer des publics qui seront peut-être provoqués plus tard, ou pour la RTBF, où on va les mettre face à des contenus ou des publicités pour des contenus qui vont les amener peut-être à s'ouvrir à autre chose. Vous êtes d'accord avec ça ? Pas tout à fait. Moi, je serais plutôt d'accord avec l'idée que les gens, je le répète, ont le choix de se dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être diverti ou j'ai envie d'être provoqué, questionné dans mes convictions ou d'apprendre sur un sujet. Et donc voilà, faisons confiance aux gens dans leur capacité à faire ce choix. Et pour que ce choix puisse être fait, il faut que les deux existent. Donc a priori, je ne pense pas que l'un soit la porte d'entrée de l'autre, je pense qu'ils coexistent et qu'il faut faire confiance ou en tout cas provoquer un enseignement et une culture de qualité qui permettent aux gens de poser ce genre de choix, de prendre des décisions en toute liberté, en toute autonomie, plutôt que de subir un système comme le système néolibéral marchand dont on a parlé tout à l'heure, qui, à travers notamment la publicité, c'est plutôt quelque chose qu'on subit davantage que quelque chose qu'on choisit. Personne choisit, enfin, je pense, qu'un programme soit interrompu par une publicité. Quand vous allez au musée, quand vous allez écouter un spectacle, il n'y a pas ça. Bon. Donc, a priori, tant que les gens auront le choix, a priori, faisons leur confiance. Merci pour votre réponse. Tom Bond, on continue ce tour de table un peu prospectif. Vous nous faisiez un tableau un petit peu inquiétant, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, de l'évolution des choses récentes côté flamand, dans la relation avec l'autorité publique notamment. Comment vous voyez les choses dans les prochaines années évoluer ? Quand même très optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans le futur. Je pense tout d'abord, et je vois bien parce qu'on travaille beaucoup avec des jeunes, pas des enfants, mais des gens qui sont 20-30 ans. Et là, je sens bien qu'il y a une sorte de... Il y a tout d'abord l'envie de se rencontrer. Et on se rencontre dans la vie publique et pas avec la télévision et pas avec les jeux vidéo qu'ils font aussi. Mais la rencontre, c'est là. Et je pense que là aussi, on a une possibilité comme théâtre, comme pour le cinéma, pour tout ça. Parce que, bien sûr, il y a le projet artistique qui peut être provoquant et tout ça. Mais avant et après ce spectacle, il y a aussi le divertissement. C'est boire un coup, c'est se rencontrer. Et je pense là, il y a toujours encore une force majeure d'un festival, d'un centre d'art. Et je crois bien que c'est un futur qui ne va pas casser. Oui. Jean-Paul Philippot, votre regard un peu prospectif, peut-être plus lié à l'RTBF, mais même peut-être sur... je ne sais pas si c'est un mot ou une expression qui est peut-être... galvaudé, mais la séparation un petit peu des missions, des métiers, je veux dire, voilà, entre la RTBF et des choses comme le Kunston Festival des Arts, etc., qui peuvent, de manière complémentaire, selon vous, continuer à évoluer, chacun dans sa sphère. J'ai envie de faire trois types de commentaires. Je vais essayer de répondre aussi à votre question. Ça fait 9 alors. Peut-être le premier commentaire, c'est qu'il est important de ramener la culture au cœur du débat de la société. Et un des éléments frappants de la crise économique, c'est qu'on a gommé le mot culture des discours. J'étais, il y a 2 ans, à une rentrée politique dans une des régions de notre pays, et j'étais étonné de voir qu'aucun des intervenants n'avait cité le mot culture dans son exposé, alors que la culture faisait partie, en tout cas, assez directement des compétences de cette institution. Je suis étonné de voir à quel point aujourd'hui on en vient à oublier que la culture est un des éléments fondateurs et indispensables de l'acte démocratique. Et on est entouré, on parlait tout à l'heure de populisme, d'un tas d'agressions sur la culture. Alors ça se passe peut-être aujourd'hui en Syrie, de manière caricaturale mais tellement violente, ça se passe en Russie, ça se passe à proximité de nous. On a vu en Hollande, il y a de ça 2-3 ans, des décisions assez radicales qui ont été prises dans des bibliothèques, dans des centres culturels. On en voit en France, dans des mairies qui sont dirigées par l'extrême droite aujourd'hui. Il y a des atteintes à la liberté de la culture. Et donc peut-être que la première des choses, et ça en tant que médias de masse, nous avons un rôle à jouer, majeur, de rappeler à quel point la culture est consubstantielle de la démocratie. Deuxième élément, on a dit que la culture n'est pas du commerce ou de l'économie.
c'est en partie vrai. Il y a une autre réalité. Aujourd'hui, les industries culturelles sont le premier produit d'exportation américain dans le monde. Avant les avions, avant les automobiles, avant le pétrole. Et donc, on a aujourd'hui un défi qui est un défi commun, c'est de voir comment dans ce monde qui devient un monde global, un monde digital, où des acteurs accaparent énormément de richesses économiques, on va pouvoir garantir le pluralisme et la diversité des cultures. Et ça, c'est un enjeu que l'Europe doit défendre dans sa singularité. Nous sommes un espace politique et économique unifié dans lequel cohabitent une diversité de cultures et de langues. Ça nous distingue de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Brésil ou des États-Unis. Et donc, il y a là un deuxième grand défi. Et puis, il y a un point d'interrogation ou une forme de curiosité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nos médias convergent. Le citoyen, en tant qu'individu, devient un acteur et un intervenant dans l'espace digital. La création peut se faire et peut être diffusée sur des plateformes qui ne nécessitent plus l'infrastructure lourde de la radio, de la télévision. Et là, il y a une interrogation, une forme d'excitation à se demander comment est-ce que demain on peut faire converger l'actualité et l'activité qui est celle des festivals, de la vie où on se rencontre, où on partage en direct, le commentaire sur le réseau social et le média de masse. Et je pense que dans le domaine de la créativité, il y a un point de convergence qu'on doit explorer entre les médias, les créateurs et les organisateurs d'événements et de lieux de culture. Et il y a là un champ d'exploration dans lequel, en tant qu'opérateur public, on doit évidemment se trouver en première ligne. Merci pour ce mot de conclusion. Christophe Slagmulder, ce sera à vous. Le dernier mot, oui, c'est le hasard qui fait que prenez votre micro, je vous en prie. Mais il y aura encore les questions du public, donc on entendra encore les intervenants que vous souhaitez interpeller dans quelques minutes. On a eu une note positive quand même avec Tom Bond, quelque chose d'aussi assez ouvert sur notamment le rôle du service public avec Jean-Paul Philippot. Alors, votre vision un peu prospective pour les prochaines années? Je pense que tout a été dit, et là j'étais plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi je ne suis pas très optimiste et positif. Voilà un moment où effectivement, et je suis d'accord avec Jean-Paul Philippot, la culture dans énormément de pays d'Europe est quand même un portefeuille ministériel dérisoire dont personne ne veut, et on continue à enlever des budgets qui sont déjà très pauvres quand même globalement par rapport à beaucoup de budgets nationaux. Donc je pense que quand même la façon dont la culture est considérée aujourd'hui, moi, m'inquiète beaucoup, alors que je pense qu'effectivement elle devrait trouver une place centrale. Après, je ne vais pas être complètement négatif, et là je veux bien aussi suivre Tom Bond, que par contre, oui, j'attends peut-être beaucoup des individus et des personnes, et je sens quand même qu'il y a toute une série aussi de mouvements citoyens, d'initiatives citoyennes qui se mettent en place dans aussi plein de domaines, et qui peut-être quand même vont faire en sorte qu'effectivement des choses vont bouger, je l'espère en tout cas. Oui, et la confiance dans l'intelligence citoyenne, c'est aussi, et des individus, c'était aussi votre mot de conclusion. Voilà, le moment est venu de nous tourner résolument vers la salle, vous donnez le micro et vous posez la question à l'intervenant que vous souhaitez. Je vois un doigt qui s'est levé très vite là-bas. Monsieur ou madame, parce que je vois très mal. Oui, c'est... Monsieur, je vous en prie. Les Français ont une chaîne parlementaire, Assemblée nationale, où la plupart des débats à l'Assemblée, au Sénat et dans les commissions sont répercutés. Les Flamands ont Villa Politica, où les débats à la Chambre, au Sénat et parfois, très rarement à l'Europe, sont répercutés. Pourquoi pas à la RTBF, une chaîne qui parlerait de ce qui se passe, qui retransmettrait, ça ne devrait pas coûter cher, ce qui se passe à la Chambre, au Sénat. Deuxième question, pourquoi pas une chaîne purement culturelle? La troisième, qui serait purement culturelle, comme France 5, la chaîne de la connaissance, ou comme Canvas dans la journée, qui est tout de même fort culturel, même s'il diffuse aussi du cyclisme ou des fois du sport, du volley. Troisième question, pourquoi tant de sport moteur alors que chez les Flamands, on diffuse du sport pour tous, style volleyball? Et pourquoi si peu de sport féminin? Il fut un temps où la RTBF avait 4 directeurs sportifs, tous masculins.
Et pourquoi ne pas nommer une directrice sportive un jour féminine? Ce n'est pas impensable. Pourquoi ne pas faire une statistique des diffusions, des temps de diffusion sport féminin et des temps de diffusion des émissions féminines, exception faite des Jeux Olympiques et des tournois d'athlétisme où la RTBF est bien obligée. Est-ce que la RTBF est machiste? Voilà. Est-ce que la RTBF est machiste? Voilà une question provocante. C'est au moins pour ça qu'on peut la relier au débat du jour. Bon, pour le reste, maintenant que la question est posée, M. Philippot, je suppose, va faire un plaisir de vous répondre. J'aimerais juste qu'on essaye de rester sur le cadre du débat, parce que voilà, il y a des services de médiation à la RTBF, je sais, ils sont peut-être pas très efficaces, mais non, je pense qu'ils sont quand même efficaces. Bon, puisque la question est posée, Jean-Paul Philippot, je vous propose d'y répondre quand même. Et puis, si on peut avoir des questions qui se recentrent sur le débat du jour, ce serait bien. Allez-y, Jean-Paul Philippot. Bien, mais donc... Tout d'abord, pourquoi pas une chaîne thématique culturelle? C'est peut-être la question la plus connectée, la plus connectée à notre débat. Attendez, donc on va essayer de répondre aux questions successivement. Je vais avoir difficile de mettre les 3 réponses dans la même phrase. Écoutez, c'est un choix que nous avons fait et c'est un choix qu'on assume. Étant donné que sur notre territoire, il y a une chaîne qui s'appelle Arte, qui est une chaîne thématique culturelle auquel nous participons et auquel nous contribuons, et dont nous faisons la promotion, qui a ce rôle et cette fonction indispensable dans un paysage, que nous avons, nous, une fonction qui est plus de rassembler des publics plutôt que de chercher à les thématiser. Alors, vous faites une comparaison avec la Flandre. La Flandre avait 3 chaînes. Le gouvernement flamand a décidé qu'ils allaient en supprimer une 3e et donc qu'ils allaient ramener sur une seule chaîne Ketnet la journée, parce que quand vous faites Canvas la journée, c'est une chaîne pour enfants, c'est pas une chaîne culturelle, qui est une chaîne de la culture, mais pas uniquement en soirée, et qui est une chaîne sportive aussi. Avec 3 chaînes du côté francophone, nous avons une capacité à adresser des programmes qui sont différents à tout moment de la journée, je pense, de manière plus riche que ce que la VRT aujourd'hui est contraint de faire, puisque le gouvernement flamand a imposé qu'ils ferment leur 3e chaîne pour une raison, et ça rejoint le débat que nous avons eu ici, qui est une raison d'audience. Ils ont mis en évidence le fait que ça coûtait trop cher par rapport au public qu'on touchait. Ça a corrélativement un impact sur nous. On coproduisait avec la VRT une émission qui s'appelait Quai des Belges, Vlaamse Kaai, dans lequel on avait des programmes et des documentaires flamands qu'on diffusait dans les 2 langues. Eh bien, on a beaucoup de difficultés maintenant à rassembler une collection de documentaires en flamand qu'on peut traduire pour pouvoir continuer ce projet qui s'appellera, qui portera un autre nom à la rentrée. Chaîne parlementaire, je pense que ce n'est pas vraiment l'objet ici. Il y a beaucoup de débats et de discussions. J'entends en Flandre que Villa Politica a ses détracteurs, notamment le fait que les parlementaires ne viennent plus en séance que lorsque les caméras sont là. C'est un fait. Ça, j'ai vu, oui. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Et je pense aussi qu'on a d'autres rendez-vous. Maintenant, est-ce que nous pouvons en faire plus? Probablement. Est-ce que nous en ferons plus dans le futur? C'est possible. Voilà, c'est tout à fait possible, mais c'est un peu tôt pour en parler. Sur les sports, je pense qu'on peut en parler tout à l'heure entre nous, ça sort un peu de l'objet. Alors, une autre question. Ah, peut-être une intervention, Tom Bont, allez-y. Est-ce que je peux y ajouter quelque chose? Oui, parce que je pense, même que ma vision comme institut culturel, c'est même que ce serait dommage quand la culture serait dans une chaîne à part. Pour moi, c'est important que la culture fait partie d'une chaîne qui fait aussi d'autres trucs comme le sport et le journal et tout ça. Parce qu'autrement, on devient de nouveau quelque chose qui est un peu à part, qui n'a rien à voir avec la société en général. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée de toute façon. Ah, ça, c'est quand même un peu le choix de la RTBF avec la 3, hein, Jean-Paul Philippot. Pas entièrement, mais quand même... Non, la 3, sa volonté n'est pas d'être une chaîne thématique, c'est une chaîne éclectique. Il y a une programmation pour enfants la journée, qui a en soirée de l'information, du documentaire, du film d'auteur, du film en version originale, des programmes culturels. Donc on cherche à avoir un public, à satisfaire un public curieux et pas à accumuler une audience en la fidélisant durablement. Peut-être alors. Une question pour M. Tom Bont et Jean-Paul Philippot. Nous avons déjà constaté qu'il y a des restrictions culturelles ici en Belgique. Un exemple qui a complètement passé inaperçu, c'est par exemple une exposition qui a été annulée
sur des corps anatomiques à la bourse. Maintenant, suite à un avis négatif d'un personnage qui est à l'hôtel de ville de Bruxelles et qui n'est pas de culture européenne. Maintenant, lui trouvait ça provocateur, alors qu'il y a déjà eu lieu 2 fois des expositions à Kuregem. Donc, ça c'était une chose. Deuxième chose, la question pour M. Tom Bonte. Donc, il y a la restriction de tout le monde connaît le programme Arte 50 degrés Nord. Enfin, sûrement qu'on va revenir là-dessus. Donc, ça a été supprimé, malheureusement, sur le petit écran. Maintenant, je voulais savoir, comme le 50 degrés Nord était sous-titré en néerlandais, je voulais savoir s'il y avait suffisamment de spectateurs en Flandre pour suivre cette émission. L'exposition auquel vous faites allusion, nous ne sommes franchement pas responsables ou co-responsables, et je crois pouvoir affirmer que à la RTBF, c'est le cas à la VRT aussi, il n'y a pas ce type, où il n'y a pas d'évaluation morale d'un sujet comme filtre pour le passer ou non à l'antenne. On a des balises déontologiques qui tiennent au respect de l'individu, qui tiennent au respect d'un certain nombre de valeurs, mais il n'y a pas de critères moraux pour rendre possible ou impossible un passage à l'antenne. Ça, je pense que je suis prudent en le disant, parce que voilà, on est nombreux à prendre ces décisions à tous les moments de la journée, mais je pense que notre entreprise a pour vocation et a comme culture éditoriale le fait de dépasser ces barrières morales au risque de provoquer ou de choquer à certains moments. Et on a parfois des débats et des débats vifs en interne ou avec l'externe sur le choix d'un invité, l'opportunité de faire telle ou telle émission ou de diffuser ou de rediffuser telle ou telle émission. Paradoxalement, on a parfois plus de problèmes aujourd'hui avec des émissions d'archives qu'avec des émissions actuelles. L'évolution morale passant également par là. Des émissions qui n'ont pas fait de problème il y a 10 ou il y a 15 ans, qu'on rediffuse maintenant dans les mêmes conditions, posent des débats qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Sur 50 degrés Nord, voilà, on a arrêté une émission, les questions étaient économiques, l'audience en Flandre était très très marginale. On va mettre à l'antenne, à partir de l'automne, une émission sur Arte Belgique, qui sera une émission bimensuelle, qui sera dans les 2 langues, et traduite dans les 2 langues. Qui sera une émission culturelle où un artiste, pendant une demi-heure, un artiste francophone, néerlandophone, fera découvrir son univers et un univers équivalent dans l'autre communauté linguistique. Et on continuera par un documentaire, soit en français, soit en flamand, le tout étant sous-titré dans les 2 langues. Le micro, bonjour monsieur, et vous nous dites à qui vous adressez votre question? C'était à M. Philippon. Ah, encore quel succès! À 50 degrés Nord, justement, parce que c'était une émission excellente qui se réalisait notamment, non pas uniquement en studio, mais dans des théâtres, des musées, des festivals de cinéma, et qui était animée par d'excellents journalistes, Maison RTBF ou du Soir ou d'autres. Et vraiment, vous avez dit pour raison économique. Je peux vous signaler que, par exemple, en France, dans le nord de la France, où je vivais il y a quelques mois, cette émission était très regardée du côté de Lille. C'était une excellente émission. Alors, si c'est uniquement pour raison économique, c'est dommage. Maintenant, pour revenir au Kunsten Festival des Arts et à la jonction que font le KVS et le Théâtre National, c'est formidable de voir maintenant les programmes néerlandophones et francophones travailler la main dans la main à l'encontre de certains dirigeants politiques qui veulent réellement scinder la culture du côté du Nord et du côté du Sud. Bravo à vous, monsieur du Kunsten Festival des Arts, au KVS, au Théâtre National. Bon, c'était un commentaire plus qu'une question, mais peut-être que vous voulez... Christophe Slagmeuder répondre à ce compliment-là, alors. Non, c'est vraiment pas l'objet, je pense, du débat aujourd'hui. Mais alors je vous posais la question, mais est-ce que c'est provoquant quelque part, dans le contexte politique aujourd'hui, d'avoir une programmation qui, si elle n'est pas résolument, en tout cas, est quand même tournée, est bilingue et tournée vers les 2 communautés linguistiques? Là aussi, ça répond à quand vous me disiez est-ce que vous êtes inquiet, est-ce que vous êtes prospectif. J'ai pas l'impression non plus qu'on est beaucoup plus loin aujourd'hui au niveau politique, au niveau culturel on l'est. Le festival existe depuis 20 ans en fait. Donc ça fait 20 ans quand même qu'un projet comme ça existe. Et aujourd'hui, les politiciens ne peuvent que
que reconnaître son existence, son succès public et le prendre aujourd'hui comme modèle. Par contre, effectivement, comme on voit l'évolution des institutions politiques à côté de ça, et je pense que tout le secteur culturel bruxellois à ce niveau-là est un modèle incroyable. La façon dont aujourd'hui on se connaît, on travaille ensemble, au-delà justement de ce système de subvention, est vraiment quelque chose d'incroyable et de complètement, je pense, en avant par rapport à tout ce qui se passe au niveau politique. Et qui se développe. Ou en tout cas, qui a plus de succès, c'est le cas de votre festival, mais on le voit avec d'autres formules aussi. Hein, voilà, c'est devenu presque une pratique normale en fait maintenant à Bruxelles, alors que c'est loin d'être le cas au niveau des institutions politiques. Oui, un phénomène culturel du centre. Madame, vous vouliez poser une question tout à l'heure. Eh bien, on va vous apporter un micro. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par un tout petit commentaire. Il semblerait que la culture de l'Université libre de Bruxelles soit de nature à penser que quand on discute culture, on discute entre hommes. Ça, c'est vrai. Et oui, on va donner un micro à Monsieur Vivier, alors, puisque la question lui est adressée. Homme de qualité, homme de qualité. Il y avait Madame Lalieu, hein, mais qui malheureusement a été retenue. Ça en à cause de Madame Marguem, qui est une femme aussi, vous voyez, c'est pas... Non, attendez, vous voulez juste peut-être faire un petit mot là-dessus, parce que figurez-vous que ça m'a un petit peu frappé aussi, quand j'ai vu la composition, voilà, très, très, très haute et très intéressante de notre aréopage aujourd'hui, mais c'est vrai, fort masculin. Didier Vivier, allez, un petit mot. Puisque la question est provocante, elle est pile dans le sujet du jour. Je suis tout à fait d'accord avec cette constatation. Néanmoins, sans vouloir botter en touche, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Il se fait qu'il y a un directeur du Beursschouwburg. Il se fait qu'il y a un administrateur général de la RTBF. Il se fait qu'il y a un directeur du Kunstfestival des Arts. Il se fait qu'il y a un recteur de l'Université libre de Bruxelles. Et donc, je pense qu'effectivement, nous devons être tous conscients que c'est à ces postes de responsabilité, y compris culturels, qu'on doit aussi placer des femmes. Ce que je me refuse à faire, et donc j'assume l'autre aspect, c'est de prendre la femme pour alibi. C'est-à-dire que d'inviter des femmes à une tribune simplement parce que ce sont des femmes, alors ça c'est probablement le plus mauvais service que l'on puisse rendre aux femmes. Donc ça nous ne faisons pas. Bon, et j'assume cette décision-là, et je pense que ce que vous notez est parfaitement pertinent, mais c'est en amont, au poste de responsabilité, qu'il faudra changer les choses et pas nécessairement dans le panel qui est représentatif finalement d'une réalité. Mais bon, il y aura quand même dans le prochain panel plus de femmes avec Joël Milquet, Fadila Lahanan, des femmes politiques en plus. Voilà. Alors, mais c'est vrai que vous auriez pu choisir une journaliste de l'RTBF, il y en a beaucoup dans mon cas. Hein. Je ne défends pas ma cause. Mais... Alors, je voulais juste ajouter une chose. C'est que dans l'intitulé de la question, il me semble qu'on passe à côté de l'affaire, parce qu'il me semble qu'on peut aller au Kunst Festival des Arts et se frotter à des spectacles extrêmement pointus, extrêmement audacieux, et en avoir un immense plaisir. Donc la question du divertissement, si elle se rapporte notamment à la question du plaisir, elle n'a rien à voir avec le fait d'une forme artistique exigeante ou pas exigeante. L'exigence étant, à mon avis, dispensatrice de davantage de plaisir, en tout cas d'un plaisir d'une autre nature que celle des spectacles grand public. Et puis j'avais une petite question un tout petit peu impertinente pour M. Philippot. Je voudrais savoir quel écho on a fait à la RTBF. Je ne regarde pas beaucoup la télévision, donc je ne connais pas la réponse. Et il y a la radio aussi, entendu. Au Kunst Festival des Arts, depuis le début du mois de mai. Écoutez, je n'ai pas une statistique précise. Je pense que nous sommes partenaires depuis longtemps. Et que nous cherchons à être partenaires de la plupart des manifestations ou lieux ou événements culturels qui se tiennent à Bruxelles et en Wallonie, et que nous avons également des partenariats avec des maisons de culture ou des événements en Flandre. Et donc, comment est-ce qu'on généralement on traduit des partenariats, mais je n'ai pas en tête la nature de celui-ci, vous allez répondre ça bien mieux que moi. C'est d'une part par de la promotion sur nos antennes, généralement plus en radio qu'en télévision, et d'autre part
des invitations ou des citations dans nos agendas culturels et dans des émissions essentiellement en radio. On en a plus et c'est plus souple. Christophe Slagmöder, et peut-être aussi indirectement, vous avez raison, madame, on n'a pas fait une querelle linguistique autour des mots, mais c'est vrai qu'on a mis peut-être vite sur le plaisir, la notion de divertir, c'est plaisir, c'est facile, c'est l'émotion facile, alors que l'exigence, le questionnement sur soi était du côté de la provocation, mais quelque chose de forcément difficile et de déplaisant. On peut sans doute aussi voir les choses de manière différente, hein, Christophe Slagmöder. Non mais absolument, mais ça on l'a dit dès le début, c'est cette dichotomie un peu trop noir-blanc, je pense, et qu'effectivement, je pense que moi, en fait, ce qui est toujours justement les plus grands artistes ou les plus grandes choses pour moi sont des choses qui arrivent à être à la fois extrêmement pointues, exigeantes, maîtrisées et qui arrivent à toucher énormément de gens. Et donc c'est absolument pas non plus une insulte ou absolument dégradant pour un artiste d'avoir du succès et d'avoir une grande reconnaissance publique. Et puis oui. Et d'autant plus qu'on peut sans doute se dire qu'un questionnement, même qui est parfois difficile ou pas évident, conduit à un plaisir par après, ou qui est peut-être moins premier, enfin, mais qui vient en conséquence de... Et il y avait une sous-question chez madame, et puis s'il y a encore une question, une dernière, on la prendra. Est-ce que vous vous sentez soutenu? On parlait de la RTBF, mais globalement, alors, par les médias qui, eux, ont plus comme vocation de s'adresser à un public généraliste. Est-ce que le relais se fait? De moins en moins. Après, je ne veux vraiment pas parler de la RTBF parce que là, effectivement, il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, surtout en radio et même cette année-ci, je pense, un journal télévisé sur un sujet. Donc, c'est vraiment pas nécessairement la RTBF que je vise, mais d'une façon générale, oui. C'est ce que je disais. Moi, ce populisme, je l'observe aussi très, très fort dans les médias, aussi sans doute pour des raisons économiques, hein, encore une fois, pour arriver à subsister. Et donc, les sujets culturels sont les sujets vendeur. Un festival comme celui-là, qui est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de thématique très claire. Oui, mais de quoi ça parle? C'est des artistes très différents qui viennent du monde entier. D'office, c'est difficile. C'est difficile à couvrir. Il faut insister. Et voilà, on sait qu'on ne sera pas la priorité par rapport à un Cannes qui va être beaucoup plus glamoureux au même moment, au mois de mai, où les journalistes sont invités et ont des soirées dansantes, folles toutes les nuits, etc., etc. Donc voilà, oui, on doit. Il y a une évolution au niveau des médias qui est quand même. Que vous observez et que vous vivez. Oui. Peut-être une dernière question, parce qu'on m'a déjà fait des signaux. Bon, là, c'est Monsieur Éric Corain, oui, professeur à la VUB. Oui. Voilà, mais je vous ai reconnu. J'aimerais un commentaire, peut-être aussi de Monsieur Philippot, sur le formatage nouveau du divertissement. Hein? C'est-à-dire, il y a The Voice partout. C'est acheté contractuellement avec les décors et le formatage tout à fait universel. La seule chose qui change, c'est le jury qui reste alors très communautarisé, comme si c'était du goût, les commissaires du goût local. Et puis, ce qui est bon ou mauvais, ça dépend des larmes aux yeux des membres du jury. C'est-à-dire, il y a un système, disons, de qualité qui, selon moi, là, parce que je suis un grand fervent et du divertissement et de Voice, je les regarde d'ailleurs sur toutes les chaînes, et donc ma question est vraiment, la qualité du divertissement a diminué. Et c'est parce que je trouve que la qualité des jurys, des sélections, n'est plus à la hauteur. Jean-Paul Philippot. Et puis ce sera la dernière question, malheureusement. Alors là, c'est une question académique sur The Voice. Est-ce que vous regardez beaucoup The Voice, vous, monsieur Jean-Paul Philippot? Écoutez, il y a 365 jours par an, il y a 16 soirs pendant lesquels on passe The Voice. Oui. Donc disons que ça ne constitue en tout cas pas la majorité de mes divertissements de l'année. Je ne regarde pas dans les autres pays. Voilà, ça je le reconfesse, je ne regarde pas dans les autres pays. Bon, essayons plusieurs éléments de réponse. Un, il y a une tendance qu'on peut expliquer par des raisons de prise de risque et de bruit médiatique, donc de marketing, au recours de plus en plus à des formats dans le domaine
du divertissement. Ça, c'est une réalité un peu sur tous les marchés. Deuxième réflexion, il y a peu de formats qui fonctionnent. Et donc The Voice, qui naît de l'esprit créatif d'un Hollandais, M. John de Mol, est un format qui tourne, je ne vais pas dire par défaut, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui créent de l'originalité et qui sont diffusés. Oh, écoutez, si vous en avez, on est vraiment prêt à les étudier. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par ces formats-là? Parce que c'est bien moins coûteux que de développer par nous-mêmes. Donc il y a vraiment une réalité économique. Ça coûte très cher de faire une émission de ce type-là et on achète un ticket qui a déjà gagné plutôt que de prendre un risque from scratch chez nous. Quand vous enlevez, ce qui est notre cas, quand on s'interdit d'aller dans la télé-réalité, dans tout ce qui est Île de la Tentation, ce genre de choses-là, vous avez un champ qui se réduit. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On ne peut pas faire des émissions culinaires les 340 autres jours, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de produire, de diffuser encore du cinéma, qui est un autre genre de divertissement. On essaie de produire de la série localement. Et là, on s'inspire beaucoup de l'exemple flamand qui a montré l'exemple dans ce domaine-là. Et on cherche à innover dans certains domaines. Mais c'est certain, pour des raisons économiques, la part de risque et donc d'investissement dans l'incertitude se réduit. Après, c'est clair qu'entre deux formats de Voice, entre le format en Flandre, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre ou en France, ou du côté francophone, ce sont les jurys qui vont faire la différence. Et il y a aussi une dimension économique derrière. Il y a aussi une dimension économique derrière. J'étais, avant d'arriver ici, en train de discuter avec quelqu'un sur le prix d'un membre d'un jury à l'étranger et on parlait de plusieurs millions d'euros pour participer à une saison, ce qui est simplement pas possible et qui n'est même pas à l'ordre du jour pour nous, quand bien même on aurait les moyens. Parfait. Bon, là, on est obligé de mettre fin au débat. Alors, le service médiation de la RTBF est ouvert 350 jours par an pour les questions qui ont affaire à ça. Mais merci à tous, en tout cas, d'avoir été actifs et d'avoir accepté l'invitation de l'ULB pour cette journée de la culture. Merci à vous d'avoir été là.